Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire ce soir, un débat sur le chantage à l'emploi. Deux entreprises, Smart et Air France, viennent de proposer à leurs salariés de travailler plus avec une baisse de salaire horaire. Contrepartie, la promesse de conserver évidemment son emploi. Hantés par le spectre du chômage de masse, rongés par la peur du lendemain, les salariés doivent-ils tout accepter? Nous en débattrons. Mais tout d'abord, le témoignage de Madame Roumanoff-Mère. Oui, la maman de la drôlesse en rouge. Son mari a la maladie d'Alzheimer depuis 10 ans. Et Colette Roumanoff témoigne dans un bouquin qui pète le feu, le bonheur plus fort que l'oubli. Chiche. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir Guillaume Roquette. Et bonsoir Colette Roumanoff. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir. Le bonheur plus fort que l'oubli, publié chez Michel Lafon. On va en parler avec vous. Alzheimer, vous êtes aussi une directrice de troupe de théâtre et vous avez monté une pièce dans laquelle c'est la confusionnite. Voilà, j'aimerais beaucoup plus que léger, ça s'appelle comme ça, la confusionnite. Voilà, avec un truc un peu fantaisiste. Oui, mais parce qu'en fait, c'est très fantaisiste la maladie d'Alzheimer. Ah ouais. C'est drôle, il se passe beaucoup de choses étonnantes. Et vous pensez que les 900 000 personnes qui ont Alzheimer en France se disent j'ai une confusionnite? Eh ben, ce sont les autres qui devraient le dire, parce qu'eux, ils ne se disent pas grand-chose. Eux, eux, ils passent dans un univers qui devient différent. Un univers parallèle. On va en parler avec vous, Colette Roumanoff, juste après votre empreinte digitale prise par Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Roumanoff sur Internet, on arrive bien évidemment sur Anne, l'humoriste. Mais ce n'est pas vraiment une fausse piste puisqu'Anne est le fruit de votre amour avec Daniel. Colette Roumanoff, vous êtes née à Casablanca. Diplômée de Sciences Po, vous vous sentez une âme de yogi et filée en Inde. Vous en ramenez un livre toujours disponible, Les yeux de l'orpheline, un récit sur l'exploration de l'inconscient auprès du guide spirituel Swami Prajnanpad. Vous travaillez 10 ans avec votre fille sur ses sketchs et ses spectacles. Parallèlement, vous fondez une compagnie de théâtre qui porte votre nom. Beaucoup de Molière, un peu de Charles Perrault, de Shakespeare, mais aussi des pièces maison pour enfants comme Dim Dam Doum, écrites par une autre de vos filles, Catherine. Reprise en octobre, mais il faudra peut-être penser à une affiche un peu plus moderne. La troupe est composée d'une vingtaine d'acteurs, dont votre troisième fille, Valérie, avec qui vous avez écrit La Confusionnite. Une pièce de boulevard, un nouveau regard sur la maladie d'Alzheimer, une pathologie diagnostiquée chez votre mari il y a presque 10 ans. Aidez-moi bien, je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison de fous. Alzheimer, ce n'est pas la folie, c'est juste un état du cerveau qui fait que l'on perd ses repères. Je suis le fiancé de votre fille, Chloé. Ah, votre fille, Chloé. Non, la vôtre. Ah, la vôtre. Du rire pour combattre les situations étranges, parfois douloureuses, qu'engendre cette maladie. Au lieu de combattre Alzheimer, vous avez décidé de l'apprivoiser. Pour mieux vivre avec, vous avez aussi lancé un site internet alzheimerautrement.org. Aujourd'hui, vous nous racontez ces 10 dernières années dans un livre, Le bonheur plus fort que l'oubli. Plus qu'une expérience, un manuel de savoir-vivre Alzheimer. À voir vos yeux sourire en permanence, on se dit que vous avez atteint votre nirvana dans cette épreuve. Mais Colette Roumanoff, vous arrive-t-il de désespérer et de baisser les bras? Ça vous arrive? Alors, d'avoir des moments où on ne sait plus très bien où on est, ça oui, parce que c'est comme si on vous est tourné, vous savez, et c'est où la sortie, voilà. Si, ça arrive, mais on trouve la sortie. De toute façon, la première sortie, c'est de reculer et de sortir de la pièce. C'est très cryptique, c'est la première ce que vous sortie. dites, là. Oui, c'est la première sortie. On sort de la pièce, éventuellement on ferme la porte, on compte jusqu'à 3 et on revient. Et en général... Et on revient voir donc Daniel, oui, votre mari, que vous aimez tant, que vous adorez, et qui est malade, qui a été détecté il y a une dizaine d'années. Oui. Comment ça s'est passé? Quels furent les premiers symptômes? Un tout petit problème de calcul mental? C'est-à-dire, non, c'est-à-dire que lui se plaignait depuis déjà plusieurs années de sa mémoire. Et moi, je lui disais, oh là, arrête, qu'est-ce que c'est, que ça peut faire, blablabla. Et j'avais l'impression qu'il n'aimait pas le monde moderne, il n'arrivait pas à servir de son téléphone portable, etc. Et puis un jour, je le vois en train de pas arriver à faire une soustraction, lui qui est un homme d'affaires brillant, un écrivain qui a écrit plein de livres. Et bien une soustraction toute bête, il ne peut pas la faire. Et on voit bien qu'il y a un truc là qui ne marche pas. Donc c'est grave. Alors, vous dites des trucs incroyables qui vont sans doute faire bondir ou faire sourire ou aider les 3 millions de personnes qui sont des aidants, qui sont soit professionnels, soit qui vivent avec des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Vous dites, bon, il y a des côtés très sympas. Hein. Rien n'est jamais banal avec cette maladie. Non, on s'ennuie plus jamais. On s'ennuie plus jamais. Voilà, il n'y a plus de routine. Et comment vous faites pour sortir de cette équation terrible que vous écrivez vous-même d'ailleurs? J'aide, donc je m'épuise. J'aide, donc je souffre. Ça, c'est ce que
raconte tout le monde. Voilà. Ça, c'est ce que vous trouvez partout. C'est ce que vivent Mais les oui, gens. parce qu'elle a une pression sociale. Vous avez, écoutez, quand quelqu'un comme ça, vous avez une pression sociale, ça vous tombe dessus, ça vous écrase. Moi, j'ai failli me sentir aussi écrasée au début. Vous, quand vous C'est au l'avez début appris, que j'ai vous êtes souffert. tombé, Ah, je suis littéralement. tombée carrément Ouais, vous êtes par terre. tombée. Ça vous écrase, cette pression sociale, cette image horrible qu'on fait cette maladie, un monstre, et qui va vous dévorer tout cru, et qui va vous envoyer à l'hôpital ou au cimetière. Enfin, vraiment, on vous fait peur, quoi. On vous fait peur. Et d'abord, on appelle ça de la démence. Donc, un dément, c'est un fou dangereux. C'est une maladie quand même classée parmi les démences. Hein, Oui, mais la ça, c'est un pathologie. terme médical. Mais Oui. quand on parle français, Oui. n'est-ce pas, le mot dément, ça veut dire un fou Ça fait dangereux. peur, oui. Si moi, mon mari, c'était un fou dangereux, ben, je ne resterais pas avec lui. Franchement, bon. Donc, c'est justement, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Alors, vous dites, il y a presque un manuel de, effectivement, savoir-vivre, presque au sens spirituel du terme. Vous dire, il y a un truc très, très important. Il ne faut pas que les gens qui sont autour des malades, les aidants, se sentent supérieurs aux malades. Oui, il ne faut surtout pas qu'il les agresse, parce que souvent on se dit « Ah, toi, il est bête, il ne comprend rien, je lui dis ça, il ne comprend pas. » Enfin, vous avez 1 milliard de façons d'agresser un malade De Alzheimer. stresser. De le stresser. Et un malade Alzheimer stressé, eh ben, comme il n'a plus assez de neurones pour gérer le stress, ça fait bugger le cerveau. Et après on dit « Ah, mais ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas sympas. » Mais qu'est-ce qu'on leur fait vivre au jour le jour? Mais c'est une horreur Est-ce qu'il y a d'autres choses, radicale. est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire, pas dire à un malade? Quels sont les Jamais tabous absolus, ce qu'il ne faut pas faire? reprocher sa maladie. Ni directement, ni indirectement, ni verbalement, ni émotionnellement. Donc ne pas se plaindre devant lui, par exemple? il ne faut pas se Vous plaindre du empêchez. tout. Étonnant, c'est que vous découvrez tout ça au fur et à mesure, Au en fur fait. et à Parce que mesure. vous ne le savez pas. Ah Il y a non. un moment très drôle où je crois que c'est pour planter une fleur. Oui. Votre mari fait un trou dans le jardin. Oui. Et puis donc il fait en plein soleil, donc vous vous dites oh là là, il va attraper un malaise. Et puis il revient à la maison et là d'un seul coup il se met devant son ordinateur et il fait des choses qu'il n'arrivait plus à faire. Absolument. Et vous vous dites mais finalement ça lui fait du bien. Et tout ça personne ne vous l'avait dit. Le sport active les neurones, je dis dans la pièce. Le sport, le sport, le sport. Donc mon mari a joué au tennis toute sa vie, hein, il avait toujours un partenaire. Bon. Et ben moi, du coup, pour jouer avec lui, personne ne voulait jouer. Ben alors, le sport, le tennis, il fait même de la boxe. Oui, s'est mis à il a fait de la boxe. Vous avez fait venir des coachs à la maison pour faire du sport à la maison. Mais on a l'impression, d'une part, que vous êtes d'une sérénité absolue. Vous avez été puisé une forme de sagesse orientale en Inde. Vous êtes une savez, la sainte sagesse- femme. Vous êtes en empathie. Vous avez de l'humour. Vous êtes patiente. Mais attendez, est-ce que tout le monde peut afficher cette espèce de sérénité et puis aussi avoir les moyens économiques qu'il Alors, je vais vous faut dire. pour entourer et accompagner Alors, le malade? les moyens économiques, on va liquider la question. Ben tout oui, de mais suite. c'est vachement important. Il faut que la personne vive la vie qu'elle aurait vécue si elle n'avait pas eu la maladie d'Alzheimer. Donc, si vous mettez au golf quelqu'un qui n'a jamais pensé à y jouer, ça vous allez le rendre complètement dingue. Donc, mon mari, c'était pour lui un projet de jouer au golf. Donc, eh ben, je me suis mis au golf avec lui. Mais c'est juste que quelqu'un doit continuer à vivre la vie qu'il aurait menée. Bon, après, chacun Et a sa vie. refuser la médicalisation dans les institutions, les EHPAD, vous êtes contre ça? Alors, non, À je travers suis vos contre- activités, à Non, travers non, votre non, blog? non, moi, c'est une question qu'on vous pose. Oui, non, là où je suis contre, c'est contre l'hôpital. Oui. Il ne faut jamais mettre un patient Alzheimer à l'hôpital. Voilà. Il faut essayer de se Ça a débrouiller. été terrible le passage de votre mari Voilà. à l'hôpital. vous En le racontez. 48 heures, Il on est a devenu un perdu zombie, vous dites. un zombie. Il est revenu un zombie et on a perdu 3 ans d'autonomie. En 48 Alors, heures. Colette Roumanoff, il y a des initiatives chez nos voisins, pas en France, mais là en l'occurrence aux Pays-Bas, un village. Oui, une alternative à l'hôpital peut-être. C'est un drôle d'endroit, c'est ce qu'on appelle un village Alzheimer. C'est une structure pour les malades, mais qui fait tout pour leur permettre de conserver une vie ordinaire, d'avoir une vie amoureuse, de faire du sport, d'avoir des pratiques artistiques. C'est aux Pays-Bas, effectivement, à une vingtaine de kilomètres d'Amsterdam. Il y a 23 maisons, un théâtre, un restaurant, un pub, une supérette, un salon de coiffure. Alors les murs extérieurs servent de clôture, mais les malades peuvent circuler comme ils le veulent. Il n'y a pas d'heure de visite non plus, les proches peuvent aller et venir comme bon leur semble. Il y a du personnel soignant, mais qui ne porte pas de blouse blanche, il y a le moins de médicaments possible. La fondatrice du village a une expression assez intéressante pour décrire ce concept. Elle dit que les résidents sont mouillés par la pluie quand ils sortent de chez eux. Ils sont en contact avec l'environnement et le monde extérieur. Il est question qu'un village sur ce modèle voit le jour en France en 2018. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez envisager pour votre époux un jour? Écoutez, j'en sais rien, parce que moi, je vis au jour le jour, vous comprenez? Parce qu'on me disait la sagesse orientale, bon, ça consiste juste à voir les choses comme elles sont. Hein, il n'y a pas des trucs qui vous tombent du ciel, c'est juste voir les choses comme elles sont. Donc, c'est rien d'autre. Ça vous empêche de dire c'est trop injuste, pourquoi moi? Ça ne sert à rien. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça ne sert à rien. Non seulement ça, mais ça vous fait du mal à l'autre. Si vous comprenez que si vous rentrez dans ce genre de truc, c'est l'autre qui va être attaqué. Parce que lui, il va se dire, ah,
Colette est triste, c'est à cause de moi. Colette pleure, c'est à cause de moi. Et elle arrive à se sentir mal. Parce que si vous voulez, quand on perd tous ces repères qui nous servent tellement d'appui, de machin, de béquilles, tout ça, on devient beaucoup plus sensible. Alors, on devient sensible. beaucoup plus sensible, Colette Roumanoff, et beaucoup plus, voire même entièrement dépendant. Et vous évoquez beaucoup l'amour que votre mari vous porte, et on a presque l'impression qu'il est encore plus amoureux de vous depuis qu'il est malade qu'avant. Oui. Bien sûr, parce que maintenant, je suis pour lui une personne extraordinaire. Tout ce que j'arrive à faire... Et alors, vous le dites, il me dit que t'es géniale, Colette. Il me dit que je suis géniale, bien sûr, que je suis merveilleuse et tout ça, parce que je fais des choses vraiment simples, genre je lui fais le petit déjeuner du matin, vous voyez. Et vous pouvez l'aimer comme avant ? Plus qu'avant. Colette Roumanoff. Bon, mais ça n'a pas de sens de dire plus ou moins, ça ne veut rien dire. Les gens qui travaillent et qui aident et qui soutiennent les malades sont amenés sans doute aussi à s'interroger à un moment ou à un autre sur la maladie. Et si la maladie me prenait moi, est-ce que vous y pensez de temps à autre ? Jamais. Non, parce que si vous voulez, l'idée... Vous êtes farouchement positive. Non, l'idée, c'est de vivre chaque jour comme un jour. Donc demain, c'est autre chose. C'est vraiment... Et ça, c'est un cadeau que peuvent faire des patients Alzheimer. Ils vivent dans le présent, donc ils vous attirent dans le présent. Et une fois qu'on est installé dans le présent, vous ne pouvez pas savoir le nombre de soucis qu'on n'a plus. Parce qu'on est là aujourd'hui. En somme, Alzheimer, ici et maintenant, c'est ça le bonheur plus fort que l'oubli, c'est ça ? Eh bien, on peut dire ça, oui. Voilà. Voilà, on peut dire ça. En tout cas, un livre qui aidera, qui fera réfléchir, qui fera réagir, sans aucun doute, chez Michel Lafon. Et je voulais signaler aussi un autre livre de Cécile Huguenin, c'est paru il y a 4 ans, Alzheimer, mon amour, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Ça quoi ? Ça, il faut lire ce livre. Oui. Une fois, en le lisant. Moi, j'ai lu 3 fois. Une fois, vous le lisez, et la deuxième fois, quand vous le lisez, vous vous mettez à la place de son compagnon. Oui. Et vous essayez de savoir qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce qu'on vous fait. Eh bien, c'est un petit peu autre chose. C'est tout à fait différent. Merci Colette Roumanoff d'être venue dans 28 minutes et place à un débat sensiblement différent. Débat sur le chantage à l'emploi. 2 entreprises, Smart et Air France, demandent à leurs salariés de travailler plus avec une baisse de salaire horaire. Faute d'accord, plane la menace de fermeture de site ou éventuellement de départ contraint. Dialogue social ou chantage à l'emploi, on en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. L'ultimatum s'achève aujourd'hui. Le patron d'Air France demande à ses pilotes de voler plus sans augmentation de salaire. 780 heures par an, par exemple, sur long courrier, au lieu de 685 heures. Et s'il n'obtempère pas, la menace est claire. 10% des vols long courrier seront supprimés. La compagnie procédera à des départs contraints. 3000 emplois seraient en jeu. Les salariés sont de plus en plus souvent confrontés à une sorte de chantage à l'emploi. En Moselle, l'usine Smart a proposé à ses 800 salariés de leur garantir leur emploi pendant 5 ans. En contrepartie, ils devraient travailler 4 heures supplémentaires par semaine, payées moitié prix. Une proposition indécente pour les syndicats. On ne sera pas payé à notre juste valeur. Voilà, nos acquis, on va les perdre. Des syndicats désavoués lors d'un référendum consultatif dans l'entreprise. Le oui l'a emporté, notamment grâce au vote des cadres qui redoutent la délocalisation. Avec la concurrence actuelle dans le monde de l'automobile, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que d'être pour le passage aux 39 heures en fait. Avec plus de 3,5 millions de chômeurs, les salariés n'auraient-ils plus le choix? Le débat est plus que jamais d'actualité depuis la publication du rapport Combrexel qui préconise de déroger au Code du travail en cas d'accord majoritaire dans l'entreprise. Mais les sacrifices permettent-ils de sauvegarder durablement les emplois? Bonsoir à tous les trois. François Asselin, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Bonsoir. Et quant à ce dossier, bonsoir monsieur, vous estimez que si la France veut rester dans la compétition internationale, le patron comme le salarié doivent s'adapter. S'adapter, pas s'adopter. Et ouais. Toc. Il y a un peu de sens. Un petit peu aussi, elle a raison Nadia. Sandrine Foulon, bonsoir. Rédactrice en chef adjointe d'Alternatives économiques. Il est abonné. Guillaume Roquette, et nous l'avons en bon titre. Voilà, le dernier numéro disponible en kiosque. Pour vous, certains chefs d'entreprise sont malhonnêtes, pas tous, mais certains, et profitent de la situation alors qu'ils n'affrontent pas de vraies difficultés économiques. À côté de vous, Xavier Timbaud, bonsoir monsieur, vous êtes économiste, directeur principal de l'OFCE. Et vous estimez que cette dérégulation sociale est le résultat de la mondialisation et de la concurrence au sein de l'Europe, de tous contre tous. On va démarrer avec une question d'économiste. Oui, absolument. Qu'a posée un de nos internautes. Oui.
peut-être économie, je ne sais pas, la voici. Faibles investissements, failles dans la formation ou enlisement du pouvoir d'achat, la compétitivité des entreprises et le plein emploi ne dépendent-ils vraiment que du coût du travail? Xavier Timbo, il y a des pays où le salaire est fort, je pense par exemple à la Scandinavie, certains pays de Scandinavie, et où les gens s'en sortent très bien, le pays s'en sort très bien. Pourquoi est-ce que la France est aussi obsédée par le coût du travail? Est-ce que c'est ça la clé, forcément? C'est une des clés. Et donc, du coup, c'est aussi un des problèmes. Et le problème, c'est qu'on a construit en Europe un modèle dans lequel la flexibilité du travail est plutôt un élément important. Et la flexibilité du travail et le chômage, il n'y a pas de miracle, ça cohabite assez mal et ça conduit à quoi? À modifier le rapport de force en défaveur des salariés. Donc ça conduit à la baisse des salaires, ça conduit à des conditions davantage de flexibilité et éventuellement davantage de flexibilité encore. Donc en fait, c'est un élément qu'on oublie très souvent. La flexibilité du marché du travail, ça doit avoir comme contrepartie le plein emploi. Parce que sinon, c'est un massacre social. Bon, alors, très bien, ceci posé, on va démarrer avec un cas d'école, le premier, non? Oui, avec notre chiffre du jour qui est 18%. Alors, c'est un massacre assez relatif d'un point de vue social. Effectivement, on a demandé aux équipages d'Air France, de moyens courriers, de travailler 690 heures par an au lieu de 585 heures. Donc, ça fait 18% d'augmentation du temps de travail. Alors, dit comme ça a l'air absolument himalayen. Mais il faut quand même savoir que c'est encore en dessous de la moyenne des compagnies européennes et que, par exemple, chez EasyJet, les équipages travaillent 900 heures par an, c'est-à-dire 50% de plus que les équipages d'Air France. Donc oui, il y a une tension sociale, Sandrine Foulon, mais est-ce que c'est quand même pas un peu un combat de privilégiés, ce conflit chez Air France? Oui, c'est vrai que les syndicats, enfin les syndicats de pilotes sont très en pointe parce que c'est vrai que nos pilotes sont très bien rémunérés, il faut le dire. Maintenant, Air France traverse quand même aussi des vraies turbulences. Ils sont concurrencés par les compagnies du Golfe, par les compagnies asiatiques. Ils ont introduit eux-mêmes de la concurrence interne avec Transavia, avec une compagnie low cost. Donc effectivement, ça crée des remous. En revanche, je pense que les pilotes, d'après ce que j'ai compris, ne sont pas complètement contre les propositions. Ils veulent bien travailler plus en gagnant moins, pas dans les proportions proposées par en gagnant autant dans valeur absolue, mais moins en salaire horaire. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils accepteraient, en tout cas, parce qu'il y a des grosses négociations en ce moment, non, tout à fait, mais ils accepteraient de travailler plus. Ils voudraient bien se caler sur leurs collègues de KLM qui ont accepté de geler provisoirement leur salaire. Donc, ils ne sont pas complètement hermétiques à tout. Votre sentiment, François Asselin? De quoi parle-t-on, finalement? Oui, de pourquoi parle-t-on? On parle de concurrence, voilà, on parle de compétition internationale. Nous sommes dans un monde globalisé et on ne peut pas s'affranchir de ce principe de réalité. C'est-à-dire que les voitures qui sont fabriquées en France, on peut fabriquer les mêmes à Tanger qu'avoir Renault ou en Espagne ou en Allemagne. Donc, à partir du moment où il y a une libre circulation des marchandises et des biens, les systèmes sociaux sont en concurrence directe, le temps de travail, le coût du travail est en concurrence directe. Et si nous avons un écart trop important dans un métier similaire à ce qui peut se produire à côté de chez nous, ou dans un produit similaire à ce qu'on peut produire chez nous, et bien évidemment, on doit se mettre à niveau. C'est ni plus ni moins ce qui se passe chez Air France ou Smart. Parce que sinon, Xavier Timbo, c'est le client qui choisit, en fait. C'est-à-dire que le client, entre une compagnie low cost et une compagnie Air France, où forcément le niveau du salaire des pilotes se retrouve dans les prix, il choisit le moins cher. Alors voilà, c'est ça. Il y a la concurrence qui organise ce qui se passe entre le client et l'entreprise, avec effectivement le client qui choisit et qui met une pression à la baisse. Et quand on arrive à produire moins cher, avec d'autres conditions, le client, finalement, est le juge. Mais il y a aussi le fonctionnement du marché du travail et le fait qu'il y ait du chômage, qui, lui, va déterminer le rapport de force entre comment se partage, en quelque sorte, le profit ou la valeur ajoutée entre le salarié et l'entreprise. Donc, le client, il existera toujours. Il existe plus aujourd'hui qu'il n'existait dans le passé. Donc, effectivement, il met de la pression. Et cette pression, elle est forte et on ne peut pas y échapper. Mais après, il n'y a pas que le client. Il y a aussi ce qui se passe sur le marché du travail et comment ça se répartit entre actionnaires salariés, entre types de salariés aussi. Parce que, mais d'ailleurs, chez Air France, il y a eu des vrais conflits entre ceux qu'on appelle les rampants, qui s'appellent eux-mêmes les rampants, et les pilotes. C'est très intéressant parce que les pilotes qui sont aujourd'hui sous le feu du projecteur et sous la pression, ils ont plutôt bien résisté dans le passé. Et ce n'est pas eux qui ont subi les premières phases d'ajustement. Donc, leur position à eux, pour tout un tas de raisons, des bonnes et des mauvaises, faisait qu'ils étaient un peu protégés. Une des raisons pour lesquelles ils étaient protégés, c'est parce qu'il y a un peu moins de concurrence sur le marché des pilotes,
parce que c'est des qualifications très spécifiques, et avec des qualifications spécifiques aux avions, etc. Donc il y a des questions fortes de sécurité derrière. Donc la qualité de service passe beaucoup par là, beaucoup plus par celui qui met le bagage dans l'avion. Ce que je veux rajouter, c'est que je pense qu'on a tort de voir le dialogue social comme dans un rapport uniquement de force. Effectivement, là, on parle de grandes entreprises. Et d'ailleurs, je remarque que plus souvent l'entreprise est très syndicalisée, plus c'est compliqué pour se mettre d'accord entre les uns et les autres. Non. C'est un constat. Souvent. Plus vous avez de syndicats autour de la table, plus c'est dur à se mettre d'accord. Oui, mais moins il y a de conflictualité. Moins il y a de conflictualité au final. Écoutez, là, on a deux exemples. On a deux exemples. C'est comme le nombre de clients qui se sont retrouvés. Effectivement, si on considère que vous avez deux camps qui s'affrontent, ça va être très compliqué de se mettre d'accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est que l'entreprise, c'est un bien commun. C'est un bien commun. Et ça, il faut le comprendre. Le boulot d'une organisation professionnelle comme la mienne, c'est d'amener les chefs d'entreprise à partager, entre guillemets, les notions du risque, à faire comprendre à leurs salariés en transparence ce qu'est l'entreprise, son environnement, ce qu'elle est confrontée, les défis qu'elle doit relever, et aux salariés, et aux syndicats de salariés, de faire comprendre à leurs adhérents que l'entreprise est un bien commun. Chacun, bien sûr, assumant ses propres responsabilités. Le chef d'entreprise, il assume le risque. Il doit protection minimum à ses salariés, et les salariés doivent aussi participer au bien commun avec l'entreprise. Alors tout ça est peut-être, je dirais, couvert d'eau de rose, mais en attendant, n'oublions pas, je dirais, que l'entreprise est avant tout un bien commun, et c'est ça qu'il faut préserver. Très bien, François Asselin. Alors maintenant, je vais vous parler de quelqu'un qui a donné des leçons, pas plus tard que ce matin, au patron d'Air France. Il s'appelle Michael O'Leary. Il est le patron de la compagnie aérienne low cost Ryanair, celle qui voulait vous faire voyager debout en 2009 et qui rêve de facturer le pissou. Eh bien, Thibault Nolte, lui, vole dans les plumes, c'est bang bang, regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Alors que sa compagnie low cost impose aux salariés des conditions sociales super low cost, Michael O'Leary, le patron de Ryanair, croule sous les ennuis judiciaires. Alors faut-il cracher Michael O'Leary? O'Leary est PDG de la première compagnie européenne, également la plus rentable du monde. En rognant le moindre coup jusqu'à l'os, il a amassé une fortune de 800 millions d'euros. Un fauteuil de première classe pour ce patron de troisième zone qui se fiche de ses employés, des clients et des humains en général, comme de son premier gallon de kérosène. Si la société de droit irlandais de Low Cost Mike est en délicatesse judiciaire, entre autres en France, en Italie, en Belgique ou au Danemark, c'est parce qu'elle est la moins citoyenne possible, à l'image du patron. Un satchérien hardcore connu pour vouloir supprimer les copilotes, les syndicats, le droit de grève et remplacer les éventuels grévistes par des militaires. À Marseille, en 2013, Ryanair a été condamné à payer 8,3 millions d'euros d'amende et de dommages et intérêts pour avoir confondu notre droit social avec un tarmac. Depuis, afin de duper la loi française en évitant toute adresse fixe, stewards et hôtesses sont saisonniers et logent près de l'aéroport dans un 4 étoiles, un camping 4 étoiles. Les issues de secours se situent à l'avant, au centre et à l'arrière de l'appareil. Son plan de vol du futur est encore plus nuageux. Il évoque le rachat d'Air France qui vaut 4 fois moins que Ryanair, après avoir osé la provoque à 30 000 pieds, avec la surtaxe des passagers obèses, le voyage debout, les toilettes payantes, et même en classe affaires sur les longs courriers entre la cassolette et le jus de chaussette, un service de fellation à volonté. O'Leary, du couloir aérien au boudoir aérien. Merci, commandant Nolte. Xavier Timbaud, sans rire, si les pilotes n'arrivent pas à accepter de travailler un peu plus, etc., est-ce que la compagnie risque d'avoir des vrais problèmes ou d'être rachetée par des gens qui sont à l'affût, non pas forcément comme le patron de Ryanair, mais d'autres compagnies? Ah oui, puisqu'on parle d'Air France, en l'occurrence, oui, ça. Ouais. Air France, on ne peut pas nier que sa situation aujourd'hui est quand même tendue. Ils sont au bord de la faillite? Non. Non, il y a des débats, ils reviennent dans le vert. Non, ils font des profits, Air France. Ça frémit dans le vert, mais bien sûr, c'est fragile. Dans le vert. Il ne faut pas dramatiser la situation d'Air France. Il ne faut pas la dramatiser, mais bon, le domaine aérien est un domaine qui est très concurrentiel, où Air France est très concurrencé. Concurrence qui n'est pas toujours une concurrence tout à fait juste. C'est-à-dire, on a parlé des compagnies aériennes du Golfe qui sont lourdement subventionnées. Il y a des dossiers qui sont en cours à l'OMC sur ce sujet-là. Bon, donc c'est pas le transport aérien aujourd'hui, c'est pas un truc d'enfant de cœur. Alors, on va passer au transport. Et c'est vrai que la pression sur les pilotes, du coup, elle est forte, parce que leur intransigeance, en tout cas, ce qu'il leur est dit, c'est que leur intransigeance, elle met en danger. Met en péril la compagnie. La compagnie, les autres salariés, etc., etc. Et il est vrai que par ailleurs, Air France n'est pas une compagnie qui sert royalement ses actionnaires. Mais heureusement qu'on a un droit du travail et des juges. Et ils sont condamnés, Ryanair, c'est quand même important. Et justement, non, ça c'est important, oui. Oui, on ne peut pas laisser des dérives
Alors, on évoque un autre cas d'école. Il faut qu'on avance. Oui, ce qui est un petit peu étonnant, non, c'est qu'avec le reportage sur Ryanair, c'est de se demander comment se fait-il qu'ils ont encore des clients. Parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher. Voilà, François Asselin, parce que c'est pas cher. Bien sûr. Voilà. Alors, autre cas d'école, celui de Smart, donc on l'a vu, ce référendum dans une des usines du constructeur automobile où on dit aux salariés, est-ce que vous acceptez de travailler plus en gagnant un peu plus, c'est-à-dire passer de 35 à 39 heures en étant payé 37 heures par semaine. Donc majoritairement les salariés 56%. Ont accepté. Et pourtant, cet accord, a priori, ne sera pas mis en place. Pourquoi? Parce que les syndicats, eux, le refusent. En tout cas, une majorité de syndicats. Et ils sont tout à fait soutenus par Paris, par la maison mère. C'est le cas, par exemple, avec Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui, lui, est vraiment contre, mais alors totalement contre cet accord. Regardez. Si on prend le cas Smart, quand on demande aux salariés, est-ce que vous voulez qu'on vous coupe le bras droit ou le bras gauche, oui, la question est légèrement pipée. On leur a dit, si vous ne changez pas, si on ne passe pas aux 39 heures, pardon, on risque de fermer l'usine. Vous voyez, c'est le choix entre la peste et le choléra. Alors Sandrine Foulon, c'est vrai qu'effectivement, il y a une pression qui est forte, mais en même temps, les salariés, ils ont voté. Est-ce que le patron syndicaliste communiste à l'ancienne, moustachu, qui décide depuis Paris, non, ça ne s'appliquera pas? C'est quand même un peu l'ancien monde, non? Non, c'est pas du tout l'ancien monde, c'est le vrai monde. Et heureusement qu'il y a des syndicats, heureusement qu'il y a la CFDT et la CGT qui ne sont pas du tout jusqu'au boutiste. On a eu des syndicats jusqu'au boutiste, à Goodyear par exemple. Là, c'est absolument pas le cas. Et c'est désastreux ce qui s'est passé à Ambar en Moselle. C'est absolument désastreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est désastreux? Ils ont fait voter. Bon, d'abord, il faut voir que majoritairement, les ouvriers ont voté contre. Les cadres ont voté pour. Donc, on dit que 56. Oui, ils sont plus nombreux, mais le problème, c'est que le référendum contourne les syndicats. Là, vous avez des syndicats qui sont outillés, qui sont formés, qui ont les chiffres, qui regardent. C'est absolument pas honteux de jouer sur le temps de travail. Moi, je suis absolument pour. Les Allemands l'ont fait après 2008, par exemple. C'est-à-dire travailler plus longtemps. Oui, vous faites des gels de salaire, vous travaillez plus. Parce que les conditions sont réunies, parce que la confiance règne, parce qu'il y a des syndicats, parce qu'il y a une vraie relation de confiance, parce qu'il y a une information sur les chiffres. Là, vous dites à des gens, vous prenez n'importe qui, vous dites, regardez les chiffres, là, c'est incroyable, et puis on va aller en Roumanie, et puis vous signez, vous dites oui, bien sûr, c'est du chantage. Heureusement qu'il y a des gens, et en plus, le problème en France, c'est que tous les rapports, Combrexel, Terra Nova, Institut Montaigne, ils disent tous qu'on n'est pas suffisamment outillés, ni du côté patronal, ni du côté syndical. Là, on a la chance d'avoir des syndicats qui, au moins, disent non, écoutez, et en bas, ils ne sont pas au dépôt, ils ne sont pas en faillite, Smart. Mais François Asselin, le danger, peut-être, c'est que Daimler, la maison mère de Smart, disent bon, si c'est comme ça, si c'est trop cher en France, je vais travailler ailleurs. Est-ce que le patron de cette usine, en gros, il se dit le dialogue social, c'est fini, parce que les syndicats bloquent trop, donc moi, je parle directement aux salariés. C'est peut-être un peu l'esprit qui est dans l'air de cette réforme du Code du travail où on dit on va descendre dans les entreprises pour négocier. Absolument pas, absolument pas. C'est-à-dire que, d'abord, si accord il y a, je pense qu'il va y avoir plusieurs articles. C'est-à-dire que là, on focalise uniquement sur le temps de travail. Je crois qu'en contrepartie, il y a une assurance de garder l'emploi pendant une certaine période. Voilà, pendant 5 ans. Donc, c'est quand même pas rien. D'autre part, je ferai une toute petite remarque. Est-ce que la France de 99 était plus anxiogène que la France de 2015? C'est-à-dire que lorsque tout le monde était à 39 heures, est-ce que nous étions plus malheureux qu'aujourd'hui où nous sommes tous à 35 heures? C'est-à-dire que là encore, je veux dire, c'est quand même pas quelque chose qui, humainement, est insupportable. Si en contrepartie, je peux avoir la garantie de mon emploi pendant 5 ans, si les heures que je vais faire en plus vont m'être rémunérées, pas au niveau des heures supplémentaires à plus 25%, mais vont être quand même rémunérées. Quand même, j'aime bien quand même. Mais oui, non, mais je veux dire quand même, il ne s'agit pas de faire la poche des salariés, la question n'est pas là. Et qu'en face, je suis pendant 5 ans sûr... 5 ans, c'est pas si long, c'est pas suffisant pour être rassuré. Mais vous savez, c'est déjà énorme, parce que quand vous savez... 5 ans avant votre modèle économique, c'est colossal. Beaucoup d'entreprises savent leur modèle économique quelques mois avant. Ça n'est pas du chantage à l'emploi. Si. C'est exactement ce que c'est. Non, mais c'est exactement ce que c'est. Après, est-ce que les entreprises sont justifiées à le faire? Oui, je dirais encore une fois, elles sont dans la concurrence internationale, etc. Elles ont d'autres problèmes. En l'occurrence, l'entreprise n'est pas en danger du tout. C'est ça. Non, elle n'est pas en danger. Bon, donc voilà. c'est parce que c'est toujours plus compliqué que ça, une entreprise, parce que c'est une grosse entreprise, il y a des patrons de branches, d'usines, etc. Ils ont des comptes à rendre, etc. Donc il y a la concurrence qui est organisée aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc voilà, le directeur de l'entreprise, de l'usine Smart dont il est question, il n'a pas toutes les cartes en main, il a aussi... voilà. Mais bon, ok, donc l'entreprise, elle a ses problèmes, elle a ses difficultés, elle a sa concurrence, elle a sa pression. Mais là, oui, c'est du chantage à l'emploi qu'ils font, je veux dire, ni plus ni moins, pour obtenir du travail un peu moins cher.
encore une fois, ça fait partie du jeu. En jouant sur l'angoisse. Parce que curieusement, Sandrine Foulon, quand on est passé, juste une seconde, quand on est passé de 39 heures à 35 heures, bon, on n'a pas baissé les salaires de 10%. Non. Et tout le monde a trouvé que c'était normal. Oui, mais c'était normal. Donc c'est normal dans un sens, mais entre guillemets pas dans l'autre. Non, mais attendez, il y avait une autre volonté. Les 35 heures, il y avait quand même le partage de l'emploi. Il fallait créer des emplois. Ça a créé 350 000 emplois. Oui, alors sur les chiffres. Mais non. Alors là, l'OFCE. Non, écoutez, franchement, ça coûte 15 milliards par an. Oui, ça coûte 15 milliards par an, mais on a créé de l'emploi. On n'a jamais créé autant d'emplois. Et l'idée, c'était quand même de partager le temps de travail, de se dire, il y a des chômeurs, donc on partage. C'est pas du tout la même chose. On peut rester dans. Je veux dire, c'est pas la même philosophie. La seule difficulté, pardonnez-moi, mais la seule difficulté, c'est que tout le monde est d'accord pour partager le temps de travail, mais pas la fiche de paye. Donc, à un moment ou à un autre, passer de 39 à 35 heures, c'était 11,4% d'augmentation du coût du travail immédiatement. Mais ça n'a pas été ça. Ça a été absorbé. Non, ça n'a pas été ça. Oui, non, mais non, attendez, il y a bien quelqu'un qui a payé. Il y a eu une baisse massive de cotisations sociales à l'occasion des 35 heures. C'est le pays qui a payé tout. Ne débattez pas entre vous. C'est pas une augmentation de. Ne débattez pas entre vous parce qu'on voudrait parler du travail de nuit. On va encore mettre de l'eau à votre moulin qui tourne bien. Je voudrais quand même juste faire un petit peu la défense des syndicats. Parce que dans ces histoires. Ça va faire plaisir à Guillaume Roquette. Oui, non, mais parce que c'est important de comprendre en quoi. Et je pense qu'il ne faut pas les attaquer sur la moustache parce que c'est pas ça le point. Mais c'est parce qu'il perd ses cheveux. Parce qu'il est jaloux. Mais il y a quand même un point sur les syndicats. C'est quand vous mettez les salariés face à leur entreprise. Il se trouve qu'effectivement, l'entreprise peut leur dire je vais mettre mon usine ailleurs, je vais la fermer, je vais la mettre dans le département d'à côté. Il y avait même une histoire avec une usine en Slovénie. Alors ça peut être en Slovénie, mais ça peut être aussi dans le département d'à côté. Le syndicat, il dit attention, là, il y a une pression. Si on se met tous ensemble, on peut résister plus face aux entreprises. Très bien. Et ça, c'est important. C'est quand même du syndicat toute l'histoire du syndicalisme, elle est là. Je veux dire, dans cette expression d'une conscience de classe face. Et c'est important dans ce débat-là. Alors, le travail de nuit, Sephora. Avec le cas Sephora, qui est effectivement assez emblématique du chantage à l'emploi qui finit par fonctionner, d'autant qu'on vient de connaître l'épilogue de cette affaire. On peut faire un retour sur les épisodes précédents. En 2012, l'intersyndicale des salariés du commerce ClickP entame une action en justice contre le magasin des Champs-Élysées qui était ouvert jusqu'à minuit, voire 1h du matin. En réaction, l'enseigne, qui a les moyens, se paye une page de publicité dans la presse nationale. L'emploi menacé aux Champs-Élysées, c'est quasi un faire-part. L'entreprise explique que l'obligation de fermer après 21h menacerait 45 emplois, que ça porterait un préjudice social, économique et touristique. Dans la foulée, Sephora dégaine une pétition signée par les salariés qui exigent de pouvoir travailler le soir et la nuit. L'intersyndicale réplique que ce n'est pas l'avis de la majorité des salariés, que c'est Sephora qui paye la page, que c'est quand même un peu problématique et que ça sent la manipulation. Épisode 3, en 2013, la justice donne raison à l'intersyndicale et Sephora est obligé de baisser le rideau à 21h jusqu'à la loi Macron qui autorise le travail en zone touristique et c'est donc Sephora qui gagne à la fin. Là aussi, il va y avoir un référendum. On sait quand même ce que ça va donner. Sandrine Foulon, si on récapitule, on a le travail de nuit qui est déclaré illégal par la justice et puis un gouvernement de gauche qui va changer la loi. C'est compréhensible ça ? Non, mais ça c'est Macron qui a fait cette loi. Maintenant, il a introduit ce qu'on appelle le travail en soirée, qui n'est pas le travail de nuit, qui s'arrête à minuit. C'est tard quand même. Voilà, oui, tout à fait. Et puis, il y a le travail du dimanche. Donc voilà, on aurait pu appeler cette loi la loi Sephora ou la loi Galeries Lafayette Printemps, parce que c'est une loi vraiment pour Paris. Il y a plein d'enseignes en province qui ne demandaient ni à ouvrir le soir, ni à ouvrir dans des zones touristiques internationales. Bon, maintenant c'est fait. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir quelles vont être les compensations pour les salariés. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour le travail en soirée... le volontariat va bien être respecté. Exactement, d'abord le volontariat, et puis aussi les contreparties financières quand vous travaillez plus tard. Donc là, pour le travail en soirée, la loi, le législateur a été quand même très, pour le coup, il a dit, il faut que ce soit majoré, c'est le double, on est payé le double. En revanche, pour le travail le dimanche, c'est plus vrai. Donc c'est renvoyé à la négociation collective, et là on verra si tout le monde est logé à la même enseigne, c'est le cas de le dire. Une dernière question. François Asselin, vous pensez que ça va... Le monde est en train de changer, c'est-à-dire que si même le gouvernement de gauche, entre guillemets, commence à changer les règles, ça veut dire que cette idée que des 35 heures ou du bonus pour les salariés, c'est quelque chose du monde d'avant, c'est-à-dire que la compétition est tellement difficile qu'on va revenir sur les acquis. Moi, je crois qu'il faut éviter la loi de la jungle, c'est-à-dire qu'il faut nuancer tout cela. C'est-à-dire qu'entre le fait qu'il faut s'adapter au monde économique dans lequel on évolue et faire en sorte que l'homme reste quand même le sujet principal de l'évolution économique et de la croissance, il faut nuancer tout ça. C'est-à-dire que chacun doit faire une part du chemin. Vous parlez du travail le dimanche. Je pense que sur un sujet comme celui-ci, on va être assez d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on est tous d'accord pour aller consommer quand on veut, comme on veut.
Mais pour travailler, et si on nous l'impose le dimanche ou après 22h, là, d'un seul coup, si personnellement on est impacté, on voit les choses d'une façon différente. Donc je pense que l'homme mérite mieux que métro, dodo, conso. Voilà, il faut se poser les vraies questions. Est-ce que l'attirance culturelle de Paris est avant tout l'ouverture de ces magasins le dimanche ou... Alors c'est un fait, effectivement, quand vous avez des touristes qui viennent le dimanche, qui puissent... Ils viennent déjà, hein. Mais... Ils ne viennent pas que pour consommer, ils viennent voilà, déjà. Ils viennent déjà, mais pas que pour consommer. Donc je pense que dans les années que nous allons avoir en face de nous, même les mois que nous avons en face de nous, par rapport à ce qu'on appelle l'économie du partage, libéralisation de l'économie, etc., vont se poser des vraies questions, anthropologiques. Rapport au travail. Et en attendant que se posent et que soient résolues surtout les vraies questions anthropologiques, est-ce qu'il faut quand même des lois pour limiter le pouvoir des entreprises aussi, un petit peu Alors là, je pense que c'est pas des, en l'occurrence, dans le cas d'espèce, c'est pas des lois qui limitent le pouvoir des entreprises, c'est des lois qui partagent entre eux l'individu salarié et l'individu consommateur. Vous parliez des fellations dans les avions de Ryanair ou de savoir jusqu'à quel point on peut faire... Rire, hein. Oui. Il disait pour rire. Non mais oui, on est désolé de vous décevoir, mais oui, c'était pour rire. Ouais. Mais bon, enfin, ou en tout cas du moins-disant social qui conduit à dire oui, mais le consommateur, il veut payer moins cher. Non mais c'est sûr. Je veux dire, même un billet d'avion à 4 € pour aller au Maroc, pourquoi ne pas le prendre, effectivement? Maintenant, si ça signifie des conditions de travail extrêmement dégradées, est-ce que ça va, par un moment donné, poser mon problème à mon éthique de consommateur? Et c'est là que la loi est importante. Et ce n'est pas entre l'entreprise et le salarié, c'est entre le consommateur et le salarié. Sachant que, quand même, c'est la même personne. Hein. C'est le mot de la fin, je pense que vous pouvez tous vous embrasser. Et d'ici là, eh bien, merci donc. Et d'ici là, l'émission continue avec Xavier Mauduit et Jean-Mathieu Pernin. De point de vue malicieux sur l'histoire et sur l'actualité. Juste après des intox, la brigade de vérification des faits, toujours sévère mais juste. Ce soir, ils font le point sur une bien laide rumeur qui concerne le père de Aylan, le petit garçon, le tout petit garçon mort échoué sur une plage turque. Regardez. Voilà un retournement comme la presse les aime. Le père d'Aylan, retrouvé mort sur une plage turque, aurait été en fait un passeur. Après la perte de ses fils et de sa compagne dans le naufrage de leur embarcation, l'homme avait raconté le drame sur toutes les chaînes de télé. Face à la mer déchaînée, il aurait pris la tête du bateau après la fuite du passeur. Puis, un mouvement de foule aurait fait chavirer l'embarcation. Mais d'autres témoignages émergent bientôt, dont celui de Zainab Abbas, une survivante irakienne qui avait emprunté le même bateau. Sur une chaîne australienne, la jeune mère raconte que le père d'Aylan a en réalité conduit le bateau depuis le début de la traversée. Alors, passeur ou pas? Les spécialistes précisent que les passeurs ne sont pas à bord et confient souvent à un passager le rôle de conduire le bateau, parfois contre une ristourne. Mais dans son dernier numéro, Valeurs Actuelles enfonce le clou, assurant que la passagère survivante aurait déclaré avoir versé 10 000 $ au père de l'enfant lors d'un rendez-vous dans un café. Ce qui en ferait un passeur sans l'ombre d'un doute. Mais cette information, qu'on retrouve de plus en plus dans les journaux, provient en fait d'une erreur d'un quotidien australien. Dans l'article accompagnant une vidéo postée par le journal, Zainab Abbas raconte avoir rencontré dans un café un autre homme à qui elle a donné de l'argent. Ce que le quotidien traduit en affirmant que le père d'Aylan se trouvait dans le café. Et de reprise en reprise, on a fini par retrouver dans Valeurs Actuelles cet indice de la culpabilité du père d'Aylan, qui repose finalement sur l'écoute distraite d'une vidéo. Merci des intox. Les voilà, les deux garçons qu'on adore, l'historien, le journaliste truffier, qui débusque des informations décalées et qui éclaire le présent grâce au passé. On commence avec vous, Xavier Mauduit. Alors, bonsoir Xavier. On a appris que la Corne d'Abondance, le Dirty Corner, l'œuvre de Danish Kapoor, a été vandalisée pour la 4e fois il y a 2 jours. Et ces vicissitudes de ce qui a été baptisé un peu hâtivement et lâchement le vagin de la reine vous ont rappelé les Hermès à phallus de la Grèce antique. Exactement. Petit Xav, qu'est-ce que vous pensez ? Non, on va laisser de côté un petit peu l'intimité de la reine et on va s'attaquer à la virilité d'Hermès, le dieu grec. Donc nous partons à Athènes en 415 avant Jésus-Christ. Athènes prépare alors une grande expédition contre la Sicile. Et la veille du départ, le matin, quand les Athéniens se réveillent, c'est l'effroi, les statues d'Hermès ont été mutilées. Alors, on en voit une très belle derrière vous, Elisabeth. Voilà, c'était des statues comme celle-ci, surtout des bornes en fait, des grosses bornes où seule la tête et le sexe étaient sculptés. Et tout ce qui dépassait était mutilé, hein, du nez à la kikoute, et il n'y avait plus rien. La kikoute, effectivement. C'est la kikoute. Donc, c'est absolument l'effroi parce que juste avant le départ
part pour une expédition militaire, on se dit que c'est plutôt un mauvais présage. Ouais. Donc une enquête est mise en place, on propose même beaucoup d'argent pour dénoncer les coupables et quelques pistes comme ça se mettent en place. Alors certains disent que ce sont des délires de jeunes aristocrates complètement ivres, d'autres évoquent des rituels pleins de mystères. Il y a même l'hypothèse que ce sont les femmes qui ne voulaient pas que leur mari parte qui ont mutilé les Hermès. Alors bon, aujourd'hui encore, on est dans le débat. On ne sait pas trop qui a fait ça, mais peu importe. Ce qui est remarquable dans cette histoire-là... Guillaume serre les fesses. C'est la réaction des Athéniens. Les Athéniens paniquent. Voilà. Non, mais c'est pas facile. Ils paniquent sans les kikouts. Ils ont très très peur. Alors non pas seulement qu'ils soient superstitieux, non, c'est pas ça. C'est que par cette mutilation... c'est toute la cité qui est attaquée, donc la démocratie. Et oui, plus personne n'est en sécurité quand Hermès a perdu sa kikoute. C'est terrible. Exactement, des boules. Donc, non, ce qu'il faut retenir de tout ça, voilà, c'est il ne faut pas mutiler Hermès, c'est pas la peine. Alors, juste une remarque. Hermès est connu comme le dieu du commerce, bien sûr, mais c'est aussi un dieu fripon. Oui, oui. Et pour ces deux raisons, on comprend qu'il plaise beaucoup à l'arlequin Salvador Dali. En grec, arlequin est synonyme de Hermès, comme tous vous savez, dont moi aimant tellement l'argent, que c'est ce que j'aime le plus sur toute autre chose, et donc Hermès étant le dieu du commerce, je suis un véritable arlequin. Voilà, il ne faut pas mutiler Arlequin. Bah oui. C'est très dur une saillie après la mutilation. Merci Xavier. Jean-Mathieu Pernin. Oui. Un parc d'attractions. Exactement, on va continuer dans la rigolade. Oui. Voilà, alors vous savez, à Calais, les migrants, donc alors ils font la queue pour tout, hein. Ils font la queue pour se nourrir, pour se loger, pour s'habiller, et bientôt peut-être qu'ils feront la queue pour un parc d'attractions. Alors ça, c'est l'idée de Banksy. Alors Banksy, vous savez, c'est cet artiste de rue britannique, célèbre pour ses fresques à New York et à Londres. Il est aussi célèbre pour ses dénonciations du capitalisme sauvage, mais il est surtout connu pour être inconnu, puisque aucun photographe n'a réussi à prendre en photo son visage, ni personne n'a réussi à le filmer. D'ailleurs, peut-être est-il là ce soir, on ne sait pas, hein, parmi nous, Banksy. Alors, Guillaume Roquette. Peut-être, on ne sait pas. Voilà, d'ailleurs, il ne dit rien. D'ailleurs, Banksy, lui, ce qu'il veut, c'est pas créer une fête foraine hein, pour les migrants. Non, pas du tout. En fait, c'est recycler son anti-parc d'attractions qu'il avait créé dans le sud de l'Angleterre et qui vient de fermer d'ailleurs ses portes ce week-end. Alors, il a ouvert ça en août dernier, fin août dernier, avec 60 autres artistes. Et on pouvait trouver alors des attractions comme un château déglingué de la Belle au Bois dormant, où on pouvait également trouver une petite sirène sous LSD, ou alors là, ce bateau de migrants que l'on pouvait téléguider. Bref, un parc d'attractions cauchemardesque, une belle après-midi de famille, tout simplement. Mais Dismaland, c'est son nom, a vraiment cartonné, hein, puisque pendant les 5 semaines d'exploitation, il y a 150 000 personnes qui sont venues visiter ce faux parc d'attractions. Et lundi, on a vu que sur le site internet du parc d'attractions, il y avait un photomontage, et c'était celui-ci où on voyait donc le château de la Belle au Bois dormant au milieu de la jungle de Calais, puisque Banksy veut offrir la structure de son parc d'attractions au camp de réfugiés pour créer des abris, tout en précisant qu'aucun billet en ligne ne sera vendu. Hein. C'est lui qui le dit. Que dit la mairie ? Et la mairie, Natacha Bouchard, justement, elle a tweeté que non, aucune initiative de la sorte n'était prévue. D'ailleurs, il faudrait peut-être nous prévenir avant parce que c'est un terrain municipal. Alors bon, là, ça ne rigole pas du tout. Donc, on aimerait bien être au courant à la mairie de Calais. En tout cas, on ne sait pas si c'est un coup de com' de la part de Banksy ou c'est une vraie initiative humanitaire. Mais en tout cas, désormais, on peut se poser la question de savoir si également les parcs d'attractions doivent endosser leur quota de migrants. En tout cas, c'est un débat qui s'ouvre. Hein. Merci Jean-Mathieu Pernin. Merci mes amis, on est très en retard. Merci. À demain, 28 minutes est terminé, à suivre sur l'antenne. Nick Nolte, Don Cheadle et Joaquin Phoenix, l'idole de Nadia, dans Hotel Rwanda, un film sur le génocide des Tutsis. À demain 20h05 avec Christine Angot et des écrivains. Tchuss, bis. Kikout.